Bonjour à toi, mon nom c'est Sonia et je suis la fondatrice du site internet anahatahealingcircle.com et aujourd'hui je vais te parler de l'anaplasmose et de la maladie de Lyme chez le chien. Alors pourquoi est-ce que je te parle de ces deux maladies là? Eh bien tout simplement parce que ma chienne est atteinte de ces deux maladies. Alors, avant que je te raconte l'histoire en fait de ma chienne et l'évolution de la maladie, j'aimerais avant te parler un peu de ce qu'est l'anaplasmose, quels sont les symptômes, les traitements, comment ça se déclare chez le chien, etc. Alors, anaplasmose, c'est une maladie qui est transmise par les tiques, et donc c'est une bactérie qui se déclare chez pas mal de mammifères. Donc ça va des petits rongeurs aux cervidés, aux chevaux aussi, chiens et chats également. C'est une maladie qui est relativement répandue en Amérique du Nord. Donc moi j'habite au Canada et c'est vrai que les animaux ici sont presque systématiquement testés lors des visites de contrôle vétérinaire pour cette maladie-là. En France, par contre, c'est une maladie qui est relativement peu connue, qui est présente, qui a d'ailleurs tendance à se propager de plus en plus et qui est la plupart du temps au niveau de ses symptômes peu spécifiques, c'est-à-dire que les symptômes restent la majorité des symptômes en fait ne permettent pas vraiment de déterminer qu'il s'agit bien de l'anaplasmose. Pour ça il faut faire des tests sanguins pour vraiment pouvoir confirmer. Alors la maladie de l'anaplasmose est transmise par deux bactéries différentes, c'est deux espèces différentes mais qui appartiennent au même genre, donc Anaplasma. Donc la première bactérie s'appelle Anaplasma phagocytophyllum et cette bactérie là est responsable d'une grande liste de différents symptômes, donc comme je l'ai dit, qui sont peu spécifiques, c'est-à-dire qu'on les retrouve dans de nombreuses autres pathologies, donc seule une prise de sang peut vraiment permettre de confirmer le cas d'anaplasmose. Donc les symptômes peuvent être de la fièvre, de la léthargie, de la dépression. On peut observer aussi des boiteries, une lenteur à se déplacer, des articulations qui sont douloureuses, qui peuvent être chaudes au toucher. Dans des cas un petit peu plus sévères, on peut observer des vomissements, de la diarrhée, des convulsions même, une discoordination au niveau des mouvements. On peut aussi observer des ganglions qui sont atrophiés, enfin je veux dire hypertrophiés, les ganglions lymphatiques. On peut observer aussi une anémie, diminution du nombre de plaquettes, des pâleurs au niveau des muqueuses, des hémorragies, des problèmes au niveau des yeux, des œdèmes et puis une augmentation aussi de la consommation d'eau. Il y a aussi une deuxième bactérie qui s'appelle Anaplasma platis et celle-là est un petit peu plus rare en Amérique du Nord. Je ne sais pas si elle est présente en Europe. Et celle-là, elle est responsable, elle attaque en fait principalement les plaquettes sanguines et entraîne une diminution du nombre de la concentration de plaquettes au niveau du sang, ce qui résulte en fait dans des troubles hémorragiques, donc des bleus peuvent apparaître très facilement, des saignements au niveau du nez, sous la peau, voilà.
Les symptômes donc que je viens d'énumérer varient vraiment grandement en fonction du chien, de son âge, de sa constitution. Certains chiens peuvent même être asymptomatiques ou vraiment montrer vraiment très peu de symptômes. En fait, c'est pour ça que cette maladie est, en tout cas en Europe, très peu diagnostiquée. Alors, en ce qui concerne les traitements pour l'anaplasmose, ils sont relativement simples. Il s'agit essentiellement d'antibiotiques, en général sur une période de 3 à 4 semaines, et d'anti-inflammatoires s'il y a une grosse inflammation au niveau des articulations, et les résultats sont souvent très bons suite au traitement d'antibiotiques, et en général les chiens reprennent du poil de la bête rapidement après avoir pris ces antibiotiques. Alors, la maladie de Lyme. Alors la maladie de Lyme, tout comme l'anaplasmose, est transmise par une bactérie qui s'appelle Borrelia burgdorferi, et donc cette bactérie est transmise par les tiques. Les réservoirs principaux, encore une fois, tout comme anaplasmose, sont les mammifères. Encore une fois, tout comme anaplasmose, on trouve cette maladie chez de nombreux mammifères ainsi que chez l'humain. C'est à noter que la maladie de Lyme se développe rarement chez le chat. Les chats semblent avoir plus de résistance à la maladie, ou alors ça peut aussi être expliqué par le fait que c'est rarement diagnostiqué du fait des symptômes peu spécifiques. En tout cas, on retrouve cette maladie plus souvent chez le chien que chez le chat. Alors, au niveau des symptômes de la maladie de Lyme chez le chien, les symptômes sont très similaires à l'anaplasmose. C'est pour ça qu'il est souvent difficile de savoir quelle maladie, quelle bactérie on a affaire. Donc les symptômes sont donc non spécifiques, encore une fois. Il peut y avoir de la fièvre, une certaine léthargie, des difficultés pour se déplacer, des douleurs articulaires, et la maladie se présente souvent sous forme de crise. En fait, pendant quelques jours, l'animal va avoir très peu d'appétit ou peu d'appétit, va être léthargique, va pas vouloir trop bouger, et puis au bout de quelques jours, tout rentre dans l'ordre. Donc ça se passe sous forme de crise de quelques jours. Dans les cas plus avancés, une fois que la maladie est vraiment déclarée et progresse, là on peut observer une insuffisance rénale, des problèmes cardiaques, il peut y avoir aussi des problèmes neurologiques plus rares. Et en fait, donc si cette maladie n'est pas traitée, ça peut entraîner la mort. Il faut savoir aussi que ce soit l'anaplasmose ou la maladie de Lyme, ces deux maladies-là s'expriment différemment chez le chien que chez l'homme. Donc on ne peut vraiment pas faire trop de parallèles entre les deux. Alors tout comme anaplasmose, la maladie de Lyme peut être vraiment diagnostiquée de façon certaine grâce à des tests sanguins, encore une fois du fait des symptômes peu spécifiques, ou même des fois donc où il n'y a pas vraiment de symptômes. Le traitement. Alors le traitement, il est similaire à l'anaplasmose, où encore une fois il y a utilisation d'antibiotiques pendant 3 à 4 semaines, utilisation d'anti-inflammatoires pour limiter les douleurs articulaires, et
ce traitement donne également beaucoup de bons résultats. J'aimerais faire un petit aparté sur le fait qu'il existe un vaccin contre la maladie de Lyme. Alors ce vaccin est relativement populaire en Amérique du Nord. Je ne sais pas en France s'il est recommandé souvent ou pas, mais les études qui ont été menées révèlent quand même que les résultats sont peu probants, même s'il y a vaccination. Donc ces deux maladies-là, comme elles sont transmises toutes les deux par les tiques, on les retrouve, en tout cas je parle plus d'Amérique du Nord là où je suis, on les retrouve souvent ensemble chez le chien, comme c'est le cas chez ma chienne qui a donc été diagnostiquée avec ces deux maladies là il y a maintenant un petit peu plus de 3 ans. Alors, quelle est l'histoire de ma chienne Tika? Alors, il y a à peu près 3 ans, c'était en 2016. Tika, vraiment, du jour au lendemain, a commencé à se déplacer vraiment très lentement. Elle avait toujours quand même de l'appétit. Elle était, au niveau de sa personnalité, elle était toujours assez... je dirais qu'elle avait encore relativement pas mal d'énergie. Faut dire quand même que bon, Tika, à l'époque, elle avait 10 ans, en 2016. Tika, c'est une chihuahua que j'ai adoptée à l'âge de 5 ans. Donc les symptômes se sont vraiment manifestés d'un seul coup et elle se déplaçait vraiment très lentement et elle pouvait plus du tout monter les escaliers. Elle pouvait les descendre mais elle ne pouvait plus du tout les monter. Et quand j'allais la promener, elle marchait vraiment très lentement. Mais sinon, c'était vraiment les deux symptômes qui sont apparus. Comme elle mangeait toujours et que dans l'ensemble elle se portait relativement bien, il n'y avait pas d'autres symptômes plus alarmants que ça, j'ai attendu à peu près 2 semaines voir comment ça évoluait. Ça n'a pas vraiment évolué, ça ne s'est pas non plus arrêté. C'est resté relativement le même pendant 2 semaines. Et donc, après ces 2 semaines-là, je l'ai emmenée chez la vétérinaire. Et donc, on a fait des tests sanguins. Et quand j'ai reçu les tests sanguins, Tika commençait déjà à aller mieux, sans que j'ai vraiment rien fait de spécial. Et donc la vétérinaire m'a confirmé que les tests sanguins révélaient bien des anticorps à la bactérie Anaplasma et à la bactérie Borrelia de la maladie de Lyme. Donc elle avait été en tout cas exposée, mais bon, comme ces symptômes pour ces deux maladies, comme on l'a vu précédemment, sont vraiment similaires, c'était difficile de dire si les symptômes étaient reliés plus à Anaplasma ou plus à la maladie de Lyme. La vétérinaire m'a conseillé, en tout cas m'a suggéré, m'a proposé de faire un cycle d'environ 30 jours d'antibiotiques. Et j'ai pris une journée pour réfléchir et j'ai décidé de ne pas suivre le traitement aux antibiotiques, sachant que Tika allait de mieux en mieux sans que en fait son traitement médical. Elle s'améliorait de jour en jour, elle était vraiment pratiquement de retour à la normale en quelques jours. En fait, c'était vraiment très bizarre. Donc du coup on n'a pas fait les antibiotiques, je n'ai rien fait de spécial et donc elle s'est complètement remise. J'aimerais préciser quand même que depuis que j'ai adopté Tika à l'âge de 5 ans, donc je la nourris de cru et j'utilise beaucoup de compléments alimentaires.
Alors je vais vous en citer quelques-uns que j'utilise de façon cyclique. Des fois je les utilise tous en même temps, des fois non, ça dépend vraiment. Mais j'utilise de l'argent colloïdal qui est un puissant antibactérien, de l'huile de coco qui est antibactérien également. Elle a des compléments en oméga 3, donc des compléments d'origine végétale comme la chlorelle ou la spiruline, et des compléments oméga 3 d'origine animale, donc de l'huile de calamar, qui a été testé en fait étant très faible en mercure, parce que l'huile de poisson qui est utilisée généralement comme complément en oméga 3 est souvent chargée de mercure, donc j'évite l'huile de poisson, je préfère l'huile de calamar. Donc l'huile de calamar, elle a également un complément en curcuma qui est un puissant anti-inflammatoire. Et donc j'ajoute tout ça donc à sa nourriture. Donc je suppose que ça l'a peut-être aidé au niveau de son système immunitaire à récupérer plus rapidement. En fait, on ne saura vraiment jamais, mais tout ça pour dire que Tika a vraiment une alimentation, je dirais, de très haute qualité, avec donc de la viande fraîche et des compléments alimentaires naturels pour vraiment soutenir son système immunitaire. Alors, la deuxième partie de son histoire, en fait, date de quelques semaines seulement, où Tika, en fait, d'un seul coup, elle est devenue... comment expliquer ? C'est arrivé vraiment d'un seul coup, sa tête a commencé à être penchée comme ça, elle marchait bizarrement, mais c'était vraiment... j'ai tourné ma tête et elle a commencé à agir vraiment bizarrement comme ça. Donc j'ai eu peur, j'ai d'ailleurs suspecté un AVC, mais avant de l'emmener chez le vétérinaire, bon, j'ai quand même observé son comportement. Je l'ai emmenée en promenade et en fait elle remarchait correctement, la tête droite, etc. De retour à la maison, elle recommençait à marcher avec la tête penchée, etc. Donc dans le doute, je l'ai emmenée chez le vétérinaire qui l'a auscultée. Et juste au vu des symptômes de ce qu'elle avait, des symptômes externes, n'a pas pu vraiment mettre de diagnostic et ne savait pas vraiment trop ce qu'elle avait. Donc on a fait une série, on a fait une prise de temps et une série de tests. Et donc j'ai eu les résultats quelques jours après. Et à la fin de cette journée où elle avait commencé son comportement bizarre, elle était de retour à la normale, vraiment, donc on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Donc ensuite, j'ai mon vétérinaire donc, qui m'a appelé pour me donner les résultats de la prise de sang. Et en fait, tous les tests étaient excellents et n'indiquaient vraiment rien. Donc on ne savait pas au niveau physique, tout était rentré dans l'ordre, les tests sanguins ne montraient rien du tout. Donc on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Par contre, la bonne nouvelle qu'a révélé le test, c'est que Tika n'était plus positive, donc n'avait plus d'anticorps à anaplasma et à la bactérie de la maladie de Lyme. Donc quand le vétérinaire m'a informé de ça, je dois dire que j'étais assez surprise parce que j'avais jamais entendu parler que c'était quelque chose de possible. Mais après avoir fait des recherches là-dessus, je me suis aperçue en fait que les chiens, dans les tout premiers stades... Alors, je suis désolée, il y a ma caméra qui a arrêté de fonctionner hier. J'ai pas pu la remettre en marche, donc je reprends le fil de ce que j'étais en train de dire aujourd'hui. Donc en fait, il est établi que chez le chien a la capacité en fait de tout à fait se débarrasser de la bactérie anaplasmose et de la bactérie de la maladie de Lyme
complètement tout seul, sans aucune intervention médicale. Donc ça c'est connu, ils ont cette capacité là. Alors je vous recommande, si votre chien est testé positif à l'une des deux maladies, avant de prendre des antibiotiques, de faire un cycle d'antibiotiques pour votre chien, je vous conseille de demander à votre vétérinaire de faire des tests supplémentaires afin de savoir si en fait il s'agit simplement d'une exposition à ces bactéries-là ou s'il y a effectivement une infection. Dans le cas d'une simple exposition où il n'y a pas d'infection établie, en fait il est tout à fait possible qu'à ce stade-là, votre chien arrive à se débarrasser de la maladie. Si par contre il y a des signes d'infection, en fonction de l'âge de votre animal, des symptômes qu'il y a, là vous pouvez, c'est à vous de prendre la décision de voir si des antibiotiques sont appropriés pour votre chien. Alors, pour en revenir à mon histoire avec Tika, donc au cours des 3 dernières années, donc depuis qu'elle a été officiellement diagnostiquée avec ces 2 maladies-là, elle n'a jamais eu d'autres symptômes que ceux de départ qui ont mené au diagnostic, excepté il y a à peu près 1 an, donc à la fin de la 2e année après le diagnostic, en fait elle a développé une hypertrophie d'un des ganglions au niveau de l'aine. Et donc je l'ai emmené chez le vétérinaire qui en fait m'a conseillé de surveiller, de voir s'il continue à grossir ou pas. Il est possible que ce soit l'endroit où la tique est mordue Tika. En général c'est là où les ganglions s'hypertrophient, mais c'est pas toujours le cas non plus. Donc en fait le ganglion n'a pas continué à grossir et au cours des, je dirais, de 4 à 5 mois, d'il y a à peu près 4 à 5 mois, le ganglion a commencé à diminuer. Donc là, il est pratiquement plus visible. Voilà, donc, et maintenant, donc il n'y a plus de bactéries, il n'y a plus d'anticorps à ces 2 bactéries-là, donc je pense qu'elle est vraiment complètement soignée, guérie. Pour ce qui est de en fait l'épisode avec sa tête penchée, ses problèmes de marche, en fait le vétérinaire suspecte des problèmes musculaires au niveau du cou, donc un problème de structure au niveau musculaire et squelettique. Donc il m'a conseillé simplement des traitements chiropractiques pour traiter ça. Voilà. Alors, pour mettre un petit peu les choses en perspective en ce qui concerne ces 2 maladies-là, j'aimerais juste partager avec vous quelques statistiques que j'ai trouvées sur internet qui ont été partagées par un vétérinaire ici au Canada. Donc quelques faits intéressants à propos des tiques et de la maladie, la transmission de la maladie de Lyme chez le chien. Donc une tique femelle peut pondre jusqu'à 3000 œufs. Donc c'est quand même intéressant à savoir. Les tiques ont besoin de sang d'animaux, c'est leur nourriture principale. Elles ont besoin de ce sang pour franchir successivement 3 des 4 étapes de leur cycle évolutif. Le cycle de l'œuf étant la seule étape qui fait exception à cette règle-là. Certaines tiques peuvent vivre 1 an sans se nourrir. La maladie de Lyme n'est transmise que par une seule sorte de tique. Seulement environ 10% de ces tiques sont porteuses de la maladie de Lyme. Et seulement 5 à 10% des chiens infectés vont développer des signes cliniques de la maladie. Et pour finir, il faut environ donc de 24 à 48 heures pour qu'une tique infectée transmette la bactérie à l'origine de l'anaplasmose ou de la tique, de la maladie de Lyme, pardon.
Donc plus vous allez enlever la tique tôt, après qu'elle ait mordu votre chien, plus vous avez de chances d'éviter une transmission de la maladie. Donc pas de panique, il y a toujours des choses à faire, même si votre chien est testé positif à l'une des deux maladies, ou même s'il montre certains signes, il y a toujours des choses à faire. Alors pour finir cette vidéo, j'aimerais vous parler en fait de prévention et comment en fait éviter tout simplement les tiques et puis aussi les puces, donc tous ces parasites externes. Alors le premier point essentiel que beaucoup de gens en fait ne font pas, c'est d'inspecter votre chien après chaque promenade. Surtout si vous êtes dans une zone où il y a beaucoup de tiques ou si c'est une zone où la prévalence de la maladie de Lyme est importante. Donc inspectez votre chien après chaque promenade dans des zones sous les pattes, au niveau des aisselles, entre les doigts, au niveau du cou, derrière les oreilles. Donc ça prend 10 minutes, mais c'est le meilleur moyen vraiment d'éviter une infection par une tique. Point numéro 2, c'est de vraiment utiliser en dernier recours les antipuces comme Frontline ou NexGard. Donc ce qu'il faut savoir, je trouve personnellement que les vétérinaires ne transmettent pas beaucoup ce message aux gardiens, c'est que ces produits-là, ils sont efficaces, mais il y a un coût, c'est-à-dire que ce sont des neurotoxines, ça reste des produits chimiques et ils s'attaquent au système nerveux de votre animal. Donc moi j'ai d'ailleurs eu l'occasion de voir un chien convulsé quelques minutes après avoir eu quelques gouttes en fait d'un antipuce. Donc soyez vraiment au courant des effets secondaires. Des fois les effets secondaires peuvent en fait manifester des années après avoir été exposé en fait à ces produits là. Donc des fois je sais que c'est pas possible vraiment de ne pas en donner, surtout si vous vivez dans un endroit où les tiques sont vraiment très présentes, mais essayez dans la mesure du possible de limiter en fait l'exposition de votre chien à ces produits chimiques là. Par exemple, moi j'utilise les huiles essentielles qui marchent bien dans l'ensemble, je trouve. Il faut, en fait, je prépare un mélange d'huile essentielle de citronnelle, de menthe et de géranium. Je mets ça dans un peu d'eau et je vaporise ça sur un petit ruban que j'attache à son collier. Et donc ça je vaporise régulièrement, surtout en été en fait pendant la période des tiques. Troisième point important, c'est vraiment de soutenir le système immunitaire de votre animal. Alors vous avez plusieurs façons de faire, c'est de premièrement diminuer en fait l'exposition de votre chien aux produits chimiques. Donc les produits chimiques, ça peut être des produits que vous utilisez en entretien, nettoyage de la maison. Donc préférez des choses qui sont naturelles. Ça peut être la survaccination aussi, et puis comme on vient de voir, les antipuces. Un animal en fait qui a un système immunitaire fort va moins attirer les parasites qu'un animal qui a un système immunitaire compromis. Un moyen aussi de soutenir le système immunitaire de votre animal, c'est de lui donner une alimentation la plus saine possible et la plus fraîche possible. Donc essayez de donner dans la mesure du possible une alimentation bio, sans pesticides. Et au niveau de la viande,
de connaître si possible l'origine de la viande, de donner des produits de la viande bio avec des animaux nourris au pré et en extérieur. Si vous ne pouvez pas donner du cru, vous nourrissez aux croquettes, essayez de rajouter des légumes pour donner des vitamines et des minéraux qui sont d'origine naturelle. Quatrième point, vous pouvez tester votre animal à ces deux maladies, donc l'anaplasmose et la maladie de Lyme, une fois par an ou tous les 6 mois en fonction encore de là où vous vivez. Moi je fais tester ma chienne systématiquement tous les ans et pourtant bon, je vis en centre-ville, donc a priori les chances pour ma chienne d'attraper la maladie, enfin ces deux maladies là sont relativement faibles, mais malgré tout elle a quand même été exposée. Donc ces maladies sont vraiment présentes partout et sont propagées surtout en centre-ville par les oiseaux et les petits mammifères. Donc n'hésitez pas à tester régulièrement votre animal. Cinquième point, si vous trouvez une tique sur votre animal, enlevez-la immédiatement, mais utilisez toujours du matériel adapté. Donc je sais que maintenant il existe des petits kits pour enlever les tiques avec des pinces spéciales. Donc utilisez ça dans la mesure du possible. Évitez, d'après ce que j'ai pu lire, je ne l'ai pas expérimenté moi-même, mais il n'est pas recommandé d'utiliser des huiles essentielles ou de l'éther pour endormir ou un peu asphyxier la tique, pour la raison que en fait lorsque la tique est en détresse, elle a tendance à vomir le contenu le sang en fait qu'elle vient d'ingérer, et dans ce processus là la transmission de la bactérie est augmentée, donc elle peut vomir, dans ce qu'elle vomit la bactérie peut être présente et infecter votre chien. Donc évitez si possible d'utiliser ce genre de produit lorsque vous enlevez la tique. Sixième point, quand vous enlevez une tique sur votre chien, portez des gants. Pourquoi? Parce que une tique infectée soit à l'anaplasmose, soit à la maladie de Lyme peut vous transmettre la maladie, puisque cette maladie, comme on l'a vu au début de la vidéo, se transmet à pas mal de mammifères, y compris l'humain. Donc portez des gants pour éviter d'être contaminé. Septième et dernier point, lorsque vous avez enlevé la tique, désinfectez la zone et surveillez en fait l'endroit de la morsure dans les jours, les semaines, voire les mois qui suivent, parce qu'il n'est pas... ça peut arriver en fait que des symptômes se déclarent jusqu'à 5 mois après la morsure de la tique. Donc si vous ne voyez rien, tout rentre dans l'ordre dans les semaines qui suivent la morsure, ça ne veut pas dire que votre chien n'a pas été infecté. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre un pouce vers le haut. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. Et n'oubliez pas non plus de cliquer sur la petite cloche pour être tenu informé des prochaines vidéos. Vous pouvez me suivre également sur Facebook, sur Instagram. Et d'ici là, Chica et moi, on vous dit à bientôt!